Bonsoir à toutes et tous. Alors ce soir, c'est la deuxième conférence d'un cycle à l'Université populaire qu'on a appelé écologie critique. Donc l'idée, c'est d'aborder l'écologie sous un autre angle que l'écologie scientifique classique, que l'écologie en tant que mouvement scientifique. Donc le premier événement, c'était au mois de décembre avec Philippe Pelletier, parce que c'était ici. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Baptiste Didier, qui est géographe, qui est chercheur à l'IRSTEA, et qui travaille principalement sur des questions de gestion forestière, alors qu'il analyse sous différents angles. Alors il a fait une thèse sur les questions de gestion forestière au Mali, et a travaillé aussi plus récemment sur des contextes plus locaux, notamment le massif des Landes de Gascogne, qui est analysé par sa dynamique, son évolution, notamment en lien avec les conflits entre les différents acteurs, que ce soit les citoyens, les autorités publiques, les propriétaires forestiers aussi. Voilà, donc ce soir une intervention sur la question des espaces forestiers comme support de lutte sociale. Il nous en dira plus juste après. Donc il va travailler à partir de 2 ou 3 ouvrages. Au total, il y en a un qui s'est rajouté récemment. Donc il y en a un, c'est La guerre des forêts de Edward Thompson, et un autre qui s'appelle Être forêt, habiter des territoires en lutte, de Jean-Baptiste Vidalou. C'est ça, il y a un troisième, je te laisserai en parler. Donc une intervention de 1 heure à peu près pour laisser assez de temps ensuite pour les échanges, si vous avez des questions, des réactions suite à sa présentation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais prendre le micro aussi, vous m'entendez peut-être assez bien. Ouais, le fil est un peu court en fait. On va tout basculer comme ça. Excusez-moi pour ce petit réglage. Merci beaucoup pour la présentation. Je savais même pas que vous allez le faire. C'était assez précis. À la base, j'étais ingénieur forestier. Là, c'était ma formation initiale, et ça aura peut-être une petite influence aussi sur la manière dont je vais vous parler. Depuis que je suis à IRSTEA depuis une dizaine d'années, je travaille en fait notamment avec des collègues géographes, et ce sur à quoi on s'intéresse notamment, ça va être des découpages de l'espace qui sont des zonages qui sont liés à la question environnementale. Et on s'intéresse en fait à la fabrique de ces découpages et de ces partitions de l'espace, et on s'intéresse aussi à ce que ça produit en termes de conflits, d'inégalités. Pardon de te couper. Pour le micro, par plus près. Oui. Et pour toutes les abréviations que tu donnes, tu traduis parce que tout le monde ne connaît pas. Oui, alors l'IRSTEA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Et on va bientôt être avalé par l'INRA, que tout le monde connaît. C'est plus simple. Donc on travaille sur les découpages de l'espace, et ce que ça produit en termes de conflits, en termes de territorialisation et de forme d'inégalité. Alors là-dedans, donc c'est différents objets. Ça peut être les aires protégées, ça peut être les abords des fleuves, et aussi la forêt, sur laquelle je retravaille avec un certain nombre de collègues en fait depuis 4-5 ans. Alors quand Johan m'a proposé d'intervenir à l'Université populaire de Bordeaux, j'ai pris ça très au sérieux, parce que je me prends pour un public varié et exigeant. Il y avait plusieurs options, mais je trouvais intéressant de vous parler de cette question forestière, de prendre cet angle-là, mais donc avec l'idée de vous parler de comment les espaces forestiers peuvent être considérés, et le sont de fait de plus en plus en ce moment, comme des supports de lutte sociale. Alors je vais peut-être donner quelques petits éléments de cadrage sur la façon dont le monde forestier aime un peu à se présenter et à se penser. Il y a une figure qui est très forte chez les forestiers, les propriétaires, les gestionnaires, etc. C'est la stabilité.
stabilité des peuplements, stabilité des récoltes, stabilité des revenus, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est très... donc on nous dit qu'il est très ancien et qu'il structure toute l'activité, toute la manière de penser aussi la gestion. C'est largement un mythe. Parce que tout le développement, par exemple, de l'Europe occidentale s'est basé sur le défrichement de ces forêts, entre autres. Et depuis une vingtaine d'années, il y a toute une littérature en fait qui s'attache à travailler sur ce qu'on a appelé les transitions forestières, c'est-à-dire le fait que depuis le milieu du XIXe siècle, il y a un certain retour du couvert forestier qui s'opère dans un certain nombre de pays. Alors d'abord en Europe, mais aussi maintenant dans un certain nombre de pays dans le monde. Et donc les gens s'intéressent à travailler là-dessus, sur ce que c'est que ce retour du couvert forestier. Et ce couvert est très loin, enfin, un retour à l'identique, ce qu'il était sous l'Ancien Régime ou au XIXe. Et de fait, il y a une grande différence entre les forêts actuelles et la façon dont on les projette, enfin, dont les forestiers souhaiteraient la projeter dans le futur, et la façon dont elles étaient au 19e ou au 18e. Ceci dit, il y a aussi un grand décalage entre le discours et l'inertie aussi de ces systèmes forestiers. Un exemple que je peux donner, par exemple, c'est que depuis le 19e, il y a tout un discours sur la conversion des forêts, c'est-à-dire le fait de les gérer de plus en plus sous le mode de la futaie. C'est-à-dire que vous allez avoir des arbres qui sont issus de plants et qu'on va faire pousser parfois ensemble, parfois avec des âges différents. Et de fait, ce système n'est pas si dominant que ça. Il y a encore 40% des forêts françaises qui sont gérées comme des taillis. C'est-à-dire que les arbres sont coupés et ils rejettent de souches. Et derrière, il y a une variété d'usages qui sont notamment liés au bois énergie et qui sont la continuité en fait de siècles d'usage paysan notamment. Donc 40% encore de cette forêt française qui est sous forme de taillis. Malgré tout, donc cette stabilité est un mythe avec lequel les forestiers essayent de jouer un peu. La donne change aussi depuis au moins 4 ou 5 décennies. Et c'est notamment lié en fait au fait qu'il y a de plus en des formes de menaces et puis d'incertitudes qui pèsent de plus en plus en fait sur la manière de concevoir ces espaces forestiers. Le principal, c'est le changement climatique, par exemple. Et de fait, il y a donc une pensée anticipatrice qui s'est beaucoup plus développée en fait dans les discours et dans la gestion. Et il y a une grande pression, notamment pour que notamment se développe une exploitation plus grande de la biomasse pour accompagner la transition énergétique ou pour accompagner le développement d'une bioéconomie aussi, qui serait aussi à même à répondre, nous dit-on, à un certain nombre des questions soulevées par le changement climatique. Donc il y a des débats qui sont très forts donc, du coup, dans ces cercles forestiers par rapport à ces grands processus et sur que faire par rapport à cette forme de menace et d'incertitude. Pour simplifier, d'un côté, on va pouvoir trouver des tenants d'une forme d'intensification écologique. Donc on peut mettre un certain nombre de guillemets
sur ce terme-là, hein, mais qui préconise du changement d'essence, qui préconise de l'adaptation, qui préconise de la migration, assister des peuplements, etc. Et puis en face, va se trouver une vision beaucoup plus extensive, on va dire, de la façon de concevoir cette gestion forestière, et notamment en fait avec l'idée qu'une sylviculture proche de la nature, c'est l'expression un peu consacrée, pourrait être beaucoup plus développée. Alors, ces débats, ils débordent assez largement le cercle forestier, et comme vous pouvez le voir, ils ont été très largement portés par une production éditoriale filmique récente. Donc le livre du forestier allemand, là, Peter Wohlleben, ça a été un best-seller mondial. J'imagine que vous avez tous vu des pubs pour ce livre-là, voire vous l'avez lu. Et il y a eu un certain nombre de films aussi qui ont été produits récemment. Donc l'intelligence des arbres est centrée notamment sur les propos de Wohlleben. Et il y a un deuxième film aussi qui est intéressant, qui est sorti à l'automne dernier, qui s'appelle Le Temps des forêts, et qui lui est une charge contre le mouvement d'industrialisation qu'on observe en ce moment sur les forêts françaises. Donc avec Wohlleben, on est plus sur un regard assez poétique et une forme aussi de vulgarisation aussi de la recherche. Sur le plan des forêts, on est sur un regard qui est beaucoup plus politique. Alors donc tout ça fait dire qu'il se passe quelque chose du côté de la forêt. Il y a un intérêt de plus en plus grand pour ce qui s'y trame et sur la manière dont on l'oriente. Mais les forestiers sont, ce petit monde forestier en fait est assez embêté par rapport à cette ces formes de débat et ces remises en cause, et dans l'ensemble se sent mal compris et suppose qu'il est nécessaire de faire de la pédagogie. Donc là, c'est simplement un petit extrait d'un texte de Myriam Fournier, qui était un temps la directrice en fait de l'école forestière de Nancy, et qui nous rappelle ce qu'est le capital symbolique de l'arbre, et ce qui fait que ce qui se joue autour de l'arbre et du fait de le couper en fait n'est pas anodin et peut heurter. Alors elle continue. Tout citoyen est ému devant l'arbre qu'on abat. Il n'aime pas l'idée qu'on puisse gagner de l'argent avec une forêt. La forêt vient tout seul, pense-t-il. On ne doit pas faire du profit avec. Les exploitants forestiers sont facilement des assassins sous le coup d'une industrie vénale, plutôt que des travailleurs qui ont des familles à faire vivre. À la limite, s'ils expient leur faute en abattant la hache ou en débardant un cheval, mais travailler en plus avec des machines pour se faciliter la tâche et faire des ornières et du bruit, c'est scandaleux. Bon, le texte est assez bien écrit quand même. Bon, ça vous donne une idée quand même de la posture. Et elle continue, de ce point de vue. Donc là, elle commente le dernier film, Le Temps des forêts. Le Temps des forêts est un film qui appuie sur les émotions habituelles du citoyen face à l'exploitation de la forêt, mais qui, réalisé par un rural, ne passe pas par ce message radical qu'il faut sortir des bûcherons et des tronçonneuses à la forêt. Il est en cela plutôt intéressant pour aborder le dialogue avec la société urbaine de façon éducative. Alors, je voulais vous amener à ça. Quelque part, ça me semblait un peu assez emblématique comme type d'écrit. C'est en fait se présupposer que finalement, on serait à faire que de dialogue et d'éducation, et pour ce petit monde forestier d'arriver à faire comprendre ces pratiques. Moi, je pense qu'en fait, c'est un petit peu à côté du sujet. Et c'est pour ça que je voulais vous partager avec vous, en fait, une autre
partie de l'actualité éditoriale qui se joue en ce moment autour des forêts et qui, à mon avis, en fait, révèle le fait qu'on c'est pas du tout c'est pas seulement une question de pédagogie, mais qu'autour des forêts se jouent des choses qui sont très explicitement politiques et que ce n'est pas simplement une question pour les forestiers de faire de la pédagogie. Que cela les dépasse assez largement et qu'ils seraient assez avisés de prendre ça tout à fait au sérieux. Alors, quel est le livre dont je voudrais vous parler principalement? C'est un livre qui s'appelle Être forêt, habiter des territoires en lutte, qui est signé par Jean-Baptiste Vidalou et qui est paru donc, fin 2017 à la découverte. L'argument de ce livre, en fait, est très simple. Il nous présente, en fait, le constat qu'il y a une forme d'intensification d'un processus qui avait commencé dès le 19e, d'une forme de mise en comptabilité, mise en plan, mise en chiffres, mise en calcul, mise en prédiction des espaces terrestres et des ressources naturelles, que ce processus, quelque part, on peut l'incarner dans ce qui serait la figure de l'ingénieur. Alors, on va discuter, mais voilà, qu'il y a un mode de raisonnement et de gouvernementalité aussi qui va avec ça, et que ces processus nous mènent au désastre. Et donc, à ce titre, il est nécessaire de s'y opposer. Et ce qui l'oppose en fait à ça, ce serait une manière d'être au monde qui partirait beaucoup plus d'une forme de technique par le bas, d'une relation sensible en fait au monde et au territoire, et que cette manière d'éprouver ces formes d'espace que seraient notamment les espaces forestiers est une forme de sécession qui est nécessaire et libératrice. Alors, il ne parle pas que de la forêt, mais la forêt est présentée comme ce qui à la fois en fait incarne cette logique destructrice, on va dire, mais aussi cette possibilité d'une émancipation et d'une manière autre d'être au monde, d'où le titre, donc, voilà, Être forêt. Alors ça, en fait, c'est un argument en fait qui est présenté dès le premier chapitre, et que en fait il va développer en fait tout au long du livre. Je vais essayer de vous en lire en fait quelques extraits pour que vous fassiez une idée plus précise en fait de ces à la fois des arguments, mais aussi de la manière d'écrire et de la manière de dérouler un argument et une posture. C'est un livre qui a été assez commenté. Hein. Il y a un certain nombre de recensions là, que je vous ai présentées là qui sont parus. On peut trouver aussi un certain nombre d'entretiens aussi qui sont aussi disponibles sur le net. Et donc, c'est quand même des indices que c'est un livre. Donc, en tant que tel, voilà, c'est pas du tout un ouvrage qui se veut 100% académique, hein, c'est clairement un essai engagé. Mais donc, ce livre a suscité du débat et des échos. Voilà. Alors, qui est ce Jean-Baptiste Vidalou? En fait, c'est un pseudonyme. C'est le nom, en fait, d'un leader, en fait, d'un conflit forestier du 19e en fait, qui s'appelait la guerre des Demoiselles, qui s'était déroulée en fait en Ariège dans les années 1820. Et donc,
l'auteur, en fait, qui est un agrégé de philosophie d'origine belge, installé en fait dans les Cévennes depuis une dizaine d'années. En fait, voilà, il a choisi ce pseudonyme. Et donc un profil voilà, de néo-rural, hein, installé d'abord dans une yourte, ensuite dans une cabane, dans des cabanes en pierre sèche. Et la manière dont il présente aussi la genèse de ce livre, en fait, c'est le projet en 2011 de E.ON, qui est un grand énergéticien, un grand groupe allemand, en fait, de convertir en fait une centrale thermique, enfin, une partie d'une centrale thermique en fait en centrale à biomasse, et de développer ce qui sait donc à des récoltes annuelles de 850 000 tonnes par an pour cette seule centrale. Enfin, c'est énorme, hein. C'est vraiment des... ce projet en fait de centrale en fait à biomasse, du coup, allait impacter extrêmement fort un certain nombre d'espaces autour de la vallée du Rhône, et notamment les Cévennes. Et c'était notamment noué à ce moment-là un partenariat entre le Parc national des Cévennes et donc E.ON. Et ça a déclenché donc un certain nombre de résistances locales, dont Jean-Baptiste Vidalou était donc un des animateurs. Voilà la genèse de ce livre. Alors, je vais vous en lire quelques extraits. Je vais commencer par le premier chapitre, en fait. Il commence en fait sur le commentaire en fait d'une carte qui est celle-ci. C'est une carte des Cévennes qui date du début du XVIIIe. Donc vous pouvez sans doute voir à gauche Montpellier et à droite les principales villes des Cévennes. Vous avez les Ganges en fait en haut là. Donc la carte est orientée, le nord est à l'est. Et c'est une carte en fait qui indique notamment en fait les distances. Alors je lis, hein, qui indique notamment les distances précises entre les villes et les villages importants. Les troupes de dragons, les soldats du roi, se retrouvant en terrain inconnu, avaient un besoin crucial pour leur progression d'une estimation des distances. Et cette mesure mathématique avait peu de sens pour ceux qui s'étaient déplacés à même leur pays. Empruntant les chemins et les sentiers connus de seuls, les mesurer aurait été impossible, s'agissant dès lors non d'une cartographie militaire mais de lignes de vie. On ne mesure pas des lignes existentielles, on les éprouve à même la surface des rochers, à même le sol noir des forêts. Cette carte, en fait, c'est une carte qui avait été dressée au moment de la révolte des Camisards. Donc c'était une insurrection protestante contre le pouvoir royal. Et cette carte est donc une carte militaire. Je continue la lecture. En me basant là-dessus. C'est le frontispice en haut à gauche de la carte qui lui donne tout son sens. Il montre, caché dans une espèce de chaos de rochers obscurs, une troupe de Camisards armés, se préparant à tendre une embuscade. La légende est on ne peut plus explicite. Les montagnes des Cévennes, où se retirent les fanatiques du vainqueur, et les plaines des environs, où ils font leurs courses, c'est-à-dire leurs expéditions, avec les grands chemins royaux faits par l'ordre du roi pour rendre ces montagnes praticables sous les soins de M. de Baville, entendant de Languedoc. Donc une carte stratégique, censé figurer sous la menace invisible de ces fanatiques, le triple plan de la contre-insurrection menée par Baville en Cévennes, avec marqué en gras ses forts, ses églises et ses routes royales. Carte évidemment militaire, puisqu'elle introduit une représentation de l'espace que la reconnaissance de celui-ci en vue d'y mener des actions. Je passe un petit peu. Sans doute que les montagnes cévennes, elles, se prêtaient peu à une telle vision civilisée de l'espace qui devait apparaître dans ces cartes militaires, et que pour l'intendant Baville et ses cartographes, elle ne signifiait que chaos auquel il fallait au plus vite mettre au nord. Je saute encore un petit peu. On peut se demander à quoi aurait pu ressembler leur propre carte si les Camisards les avaient dessinées. Mais ces enfants du pays avaient-ils besoin de cartes pour se repérer? Ou étaient-ils à ce point imprégnés du territoire qu'ils auraient plutôt fait usage de cartes mentales, de cartes existentielles, sans faire de différence entre la vie et les lieux parcourus? Je saute encore un petit peu.
On peut imaginer que le terrain qu'ils parcouraient de jour et de nuit est imprégné leur corps et leurs esprits. Il était dès lors inutile de représenter ces montagnes, ces forêts, ces vallées, ces hameaux, ces sources, ces caches, ces magasins. Les représenter sur le papier aurait décharné ces liens, au risque aussi de les trahir si pareil document était tombé entre les mains de l'ennemi. Pour le géographe ingénieur, le territoire ne peut se lire qu'au travers d'un plan, et tout plan est un théâtre d'opération. C'est d'ailleurs le sens même du mot latin ingéniator. L'ingénieur est celui qui mesure. Il est aussi celui qui procède au projet, c'est-à-dire la reconnaissance avancée d'une place, en vue de préparer les dispositifs utiles à son siège, ce qui demeurera l'une des attributions de l'ingénieur militaire jusqu'au XIXe siècle. Tel est le premier sens de notre mot projet. Qu'il soit dans le XIIe siècle, le corps de l'ingénieur est en soi intéressant, puisque cela va aussi jusqu'à nos jours. Dès cette époque, dans l'art militaire, l'ingénieur est celui qui sait prévoir et se donner les moyens d'inventer des artifices qui déconcertent, trompent l'ennemi en vue d'une entreprise, au sens guerrier du terme, une action tactique et stratégique. C'est cette dimension militaire de l'ingénieur, cette projection qu'il faut le voir dans toute la logistique mise en place par les forces royales pour mater la rébellion camisarde. Et c'est bien au même projet que nous devons penser aujourd'hui, lorsqu'on vient nous parler de projets d'infrastructure, de projets d'aménagement, de projets de modernisation. Dans tous les cas, une entreprise militaire. La planification de l'ingénieur doit mesurer, découper, sectionner le réel. Elle doit le partitionner par autant d'infrastructures et de calculs économiques pour pouvoir asseoir sa domination. Il aura fallu d'abord neutraliser les alliances, extraire les êtres, aplanir les singularités, puis recoder tous ces morceaux pour faire tenir ces restes de vie, raccommoder ces lambeaux de territoire pour qu'une chose comme un champ d'arbres devienne une forêt, entre guillemets, dans un paysage abattu à terre, et qu'on puisse baratiner sur, entre guillemets, le patrimoine mondial de l'humanité, sans voir que ce patrimoine n'est plus qu'une catégorie gestionnaire. Chaque pan de l'économie et du social est désormais investi de ces mécanismes de projet, de mesure, de contrôle. N'est-ce pas ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, entre guillemets également? À savoir la pénétration de toutes les sphères de l'activité humaine par les armes des managers, la fonction du pilote, opérant à coups de normes, puis de bulldozers et de grenades de désencerclement. C'est désormais la règle. Tout aménagement du territoire, avec quelque envergure, se voit escorté dans sa réalisation par la police ou l'armée. Chaque chantier est protégé, grillagé, clôturé, parfois par des murs en béton. Ces zones présentant de plus en plus des allures de fortin, surveillées nuit et jour, comme cela se passe dans le Val de Suse pour le chantier de la ligne GGV Lyon-Turin ou à Bure. En ce sens radical, tout gouvernement aujourd'hui est moins un gouvernement politique qu'un gouvernement de projet, c'est du Kiswahili. Et tôt ou tard, sifflent les gaz et les balles. Alors, c'était une lecture un peu longue du coup. J'ai lu quasiment tout le chapitre qui s'appelle Petite histoire de cartes. Ça me semblait nécessaire pour vous montrer du coup la manière dont procède l'écriture de ce livre, où on mobilise donc bien la figure des forêts. On a des passages par l'histoire, mais où l'auteur ramène ça de manière très fragmentaire, mais de manière aussi très hachée, très directe, avec les oppositions au projet d'aménagement et donc la logique qui se déploie dans un certain nombre de zones et d'espaces. Alors, c'est un argument qui se lit dans une certaine continuité. Ça s'inscrit beaucoup dans les écrits de Foucault, notamment. Et l'auteur s'en cache pas du tout. On a des passages dans le livre notamment où c'est tout à fait explicite. Je vais relire aussi encore un petit peu. Lui date ça. Il s'en réfère donc à Foucault, qui repère selon lui l'émergence au milieu du XVIIIe siècle, avec les physiocrates, de l'idée d'une science du gouvernement des populations. Un gouvernement où il ne s'agit plus d'imposer une loi aux hommes, comme c'était le cas du souverain envers ses sujets, mais plutôt de disposer des choses, d'utiliser des tactiques pour gouverner, conduire, piloter les hommes. Le gouvernement économique est celui qui conduit de manière efficace et optimale cet ensemble d'individus qu'est la population. C'est celui qui, comme le dit Foucault, agit à la fois sur un ensemble d'éléments biologiques et à la fois sur un ensemble d'éléments de comportement, d'opinion, d'habitude.
Après, il a une longue citation de Foucault, hein, dont je vais lire simplement la fin. Ce qui est intéressant avec l'analyse des physiocrates et des économistes, c'est que cette naturalité, on le repère dans le fait de la population, est perpétuellement accessible à des agents et à des techniques de transformation, à condition que ces agents et ces techniques de transformation soient à la fois éclairés, réfléchis, analytiques, calculés, calculateurs. Alors, voilà, donc il y a une très grande filiation foucaldienne dans ce texte. Je ne vais pas non plus en lire 40 extraits. La manière dont est écrit le livre ensuite, en fait, procède un peu par cercle. C'est-à-dire qu'il y a ce même aller-retour vers le passé, vers ce passé qui ne passe pas, entre guillemets, est présenté plusieurs fois, et présenté sous plusieurs regards, plusieurs thématiques. Et donc il y a une rédaction qui procède un peu par cercle, si vous voulez. Alors c'est assez déconcertant, parce que quelque part, il y a la logique historique, en fait, elle est distillée un peu par moment. On s'attend à ce que l'auteur nous parle d'un certain nombre d'événements, d'évolution de la pensée ou des pratiques, etc. Et ça vient, mais ça vient 4 chapitres après ce qu'on pouvait avoir. Il y a un certain nombre d'auteurs influents sur cette question-là qui sont présentés, mais pas forcément présentés à la manière à laquelle, au moment et de la manière dont on pourrait s'y attendre. Sur ces questions-là, en fait, il y a une figure très importante, hein, c'est celle de l'anthropologue américain James C. Scott, qui avait notamment sorti un livre très influent, en fait, sur ce qui s'appelait Seeing Like a State, voir avec les yeux d'un État, et qui a développé un argumentaire assez similaire aussi sur la façon dont il y a une figure, en fait, du modernisme, du haut modernisme, en fait, étatique, en fait, qui a développé aussi des modes de simplification, des modes de mise en équivalence et des modes de cartographie, notamment appliqués à la forêt, qui aboutissaient aussi à ces effets-là. Alors donc, Vidalou paye sa dette à James C. Scott, mais le fait de faire un petit peu par la bande, de manière un peu surprenante. Ça revient pour un certain nombre de thématiques et de sujets, sur l'énergie, sur le pétrole. Il y a ces allers-retours, en fait, qui se font donc de cette manière-là. Alors, je vois qu'il est déjà 40. Je vais quand même vous présenter quelques éléments du coup, qui me semblent très originaux aussi dans cette progression de l'argument de Vidalou. Il va chercher chez des auteurs très variés, en fait, des éléments de son argument. Alors, c'est un côté patchwork qui est un petit peu déconcertant, mais on trouve des développements très importants, très intéressants, en fait, qui va chercher, en convoquant un certain nombre d'auteurs, tels que Sloterdijk, Virilio, et notamment William Cronon, qui est un auteur américain, et qui nous parle notamment de la façon dont Chicago s'est développé en consommant littéralement, en fait, les espaces de nature qu'elle avait autour d'elle. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut voir sur cette photo-là? Comment ?
Non, on est sur une zone portuaire. Donc, Vidalou a un chapitre en fait où il s'intéresse en fait à toute la dimension d'innovation technique en fait qui est liée à cette mise en équivalence, mise en circulation, mise en commodité des ressources naturelles. Et en l'occurrence, Chicago a beaucoup basé en fait, la croissance de son bâti sur l'exploitation des forêts alentours, des forêts de pins blancs. Mais elle n'a pas fait que ça. Elle a développé très vite en fait une économie sur la culture des céréales et sur leur commerce. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une des innovations majeures en fait, du 19e siècle. Ce sont des silos qui sont le long d'une rivière. C'était à Buffalo. Alors, c'est pas Chicago, mais bon, la photo était plus jolie. Et en fait, ce sont des silos qui ont à l'intérieur des élévateurs à grains. Et donc là, c'est une invention qui paraît très simple en fait, mais qui a absolument révolutionné en fait la manière de concevoir, d'échanger et de faire circuler cette commodité, donc les céréales, qui auparavant étaient échangées sous la forme de sacs. Avec l'usage du chemin de fer et de l'élévateur, le maïs et le blé ont cessé d'agir comme des objets solides et ont commencé à se comporter comme des liquides, des flots dorés qui coulaient comme de l'eau. Avec la révolution de l'élévateur, le système de calibrage, le marché central régulé, il était possible pour les gens à Chicago d'acheter et de vendre du grain, non comme un produit physique issu du travail humain sur une étendue particulière de prairie, mais comme une demande abstraite sur le flux de grain coulant à travers les élévateurs de la ville. Et donc la même chose, en fait, dit Vidalou, en fait, ce produit est peut-être répliqué en fait sur le bois et sur l'exploitation du bois. Et donc ça c'est le titre d'un de ces chapitres qui montre de manière assez, je trouve de manière assez convaincante et assez saisissante en fait cette évolution de la conception de ces ressources à travers donc, des évolutions techniques. Il y a de longs développements aussi sur la figure de l'ingénieur, mais sur lequel je reviendrai plus tard. Et donc il lie notamment en fait à l'essor de la logistique et de la mise en circulation généralisée des biens. Une autre volonté du livre, c'est aussi un plaidoyer extrêmement fort en fait contre l'aménagement du territoire. Là, la charge est assez lourde, hein, parce qu'on apprend des choses assez originales, mais notamment donc il fait le portrait d'un certain nombre des pères donc de ce qu'allait devenir en fait l'aménagement du territoire en fait, à la française, et évoque leur sympathie fasciste, voire ensuite vichiste. Et c'est effectivement en fait sous le régime de Vichy hein, qu'une forme que ce qui allait devenir ensuite l'aménagement du territoire en France se développe et est formalisé. La manière qu'il a donc de revenir sur le sujet, c'est une des figures dont il trace le portrait aura par la suite en fait un rôle très important en fait dans la création du parc national des Cévennes dans les années dans les années 70. Alors ça c'est une
on peut avoir des sentiments un petit peu mitigés aussi par rapport à ce genre d'argumentation. Quelque part, c'est un petit côté... ça ressemble un petit peu aux argumentations un peu les plus problématiques de Michel Onfray, quoi. Il est difficile de résumer aussi les pensées et les actions par la biographie des acteurs, quoi. Et pourtant, bon, c'est vrai qu'il y a quand même tout ça résonne en fait avec un contexte assez particulier. Pour revenir donc à la foresterie, oui, il y a une dimension en fait du monde forestier qui est extrêmement conservateur et qui a une histoire paramilitaire qui lui donne aussi des sympathies politiques assez particulières. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on voit ici ? Alors donc c'est une vue Google Earth là. C'est un paysage en Italie. C'est pas très loin de Rome. Dux. Voilà, il y a écrit Dux. La scritta Dux. C'est Dulce. Exactement. Mussolini. Voilà. Mamma mia. Et donc ça alors vous le trouvez comme lieu sur Google Maps, hein. Donc vous pouvez aller regarder des commentaires des internautes aussi, lieu, comme vous pouvez le trouver pour un restaurant, hein. C'est assez particulier, on va dire. Ça donc c'est une forêt qui avait été établie par des forestiers italiens, enfin du corps de la Forestale dans les années 30, et donc en hommage à Mussolini, quoi. Et dans les années 2000, cette forêt était un petit peu plus à l'abandon. Il se trouve qu'elle a brûlé partiellement en fait il y a quelques années, et ça a été l'occasion en fait d'un débat terrible en fait dans la région. Le gouvernement de centre-gauche en fait a été obligé régional de centre-gauche a été obligé de la reboiser, et leur idée était d'effacer progressivement en fait cette lettre, ces lettres Dux, et au final, la photo récente en fait montre que ça ne s'est pas fait, et donc il y a des groupes de militants néofascistes, Casapointe, etc., qui font des séjours dans cette forêt, ont poussé pour qu'elle soit entretenue de cette manière-là, et qu'on maintienne cette forme d'imposition dans l'espace d'un souvenir fasciste, quoi. Donc ça, ce sont les espaces forestiers en Italie notamment, c'est aussi ça, et il y a donc une histoire oui, qui est liée à l'extrême droite et à la pensée fasciste. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces histoires, vous avez un blog d'un réseau européen qui s'appelle Entitled, sur lequel voilà, il y a 2 entrées de blog en fait là-dessus. Et donc c'est notamment un collègue italien qui s'appelle Marco Armiro qui a écrit là-dessus. Sur la dimension paramilitaire en France des corps forestiers, il y aura aussi d'autres choses à dire, on pourra en discuter aussi. Alors, je vais arrêter peut-être sur le contenu du livre de Vidalou. Je vais pas en lire d'autres extrêmes. Ce qui me semble important de rappeler, c'est que c'est pas tout à fait un prétexte quelque part, mais c'est pas une vision littéraliste en fait de la forêt.
Là, ce que vous voyez là, en fait, c'est la réponse, en fait, c'est une de ces réponses, en fait, dans un entretien à la revue Ballast. Et donc, voilà, ce que j'aimais bien, c'était l'idée que la forêt, comme imaginaire, d'un dehors atteignable, qui brasse encore des désirs de résistance, mais ce n'est pas un endroit à mythifier. Pensez la forêt comme ce qu'il faut défendre, ce qu'il faut préserver, le lieu d'où doit partir la lutte ou l'insurrection, ce serait absurde. Ce n'est pas une question de substance, c'est une question de rapport au monde, une sensibilité qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un lieu habité. Donc c'est bien plus. Alors la forêt permet physiquement de la résistance, elle est une source de friction pour l'aménageur, pour l'exploitant, etc. Mais ce qui est plus profondément, en fait, ce qu'elle permet, ce sur quoi Vidalou pousse, en fait, c'est qu'elle peut être sollicitée comme un imaginaire de résistance. Et donc, du coup, d'où ce rapport, en fait, ce rapport et cette sollicitation qui des Camisards, qui de la guerre des demoiselles, ou notamment des Blacks en Angleterre dont je vais parler. Donc voilà, une forme d'imaginaire de la résistance, mais qui aurait pu s'incarner dans d'autres choses. Il le dit, ça aurait pu être les marais, les zones humides, la commune, plus généralement. Mais voilà, c'est sur la forêt que ça fonctionne et qu'il choisit en fait de mettre l'accent. Alors est-ce que c'est une pensée en fait qui se revendique explicitement anarchiste, excusez-moi. Pas tout à fait. Il s'en réfère plutôt en fait, peut-être plutôt par un côté stratégique en fait à Foucault. Et donc il parle de composition hétéroclite. Là où le désordre fait scintiller des fragments d'un grand nombre d'ordres possibles. Un nouveau rapport au monde autour d'un enchevêtrement d'êtres vivants multiples. Alors, donc c'est un texte du coup qui nous présente un dualisme, une opposition très forte, et qui, faisant ça, en fait, est forcément elle pose la question de quelles peuvent être les alliances et les stratégies quand on se met dans une posture de ce type, car évidemment l'argumentaire en fait tente à simplifier et à s'aliéner aussi potentiellement un certain nombre d'alliés. Typiquement, c'est des passages très intéressants, mais du coup, la figure du parc national des Cévennes en prend pas mal pour son grade en fait dans ce texte, alors même que sans doute parmi les agents de ce parc, il y aurait un certain nombre de gens qui seraient favorables aussi à ce genre de combat et de posture. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant et vous commenter, c'est 3 directions sur lesquelles en fait on peut peut-être un petit peu étoffer ou complexifier un petit peu la vision et qui me semble intéressante. Alors, c'est 3 lectures aussi différentes. Il y a 2 livres et un article. Le premier. C'est un texte qui est assez ancien, qui s'appelle La forêt pacifiée. Et donc c'est un livre qui avait été écrit par des sociologues de l'INRA, et qui s'intéresse en fait à donc Bernard Calora notamment. Lui a consacré une partie de sa carrière vraiment à la sociologie des forestiers, notamment au 19e. Et en fait, à travers ce texte, en fait, ça nous donne un des intérêts de ce livre, c'est d'ouvrir notamment la boîte sur
cette homogénéité, cet unanimisme en fait que représenterait le monde forestier et la figure de l'ingénieur forestier. Donc je vais vous en lire quelques extraits. Donc c'est une histoire du corps forestier en fait au 19e, qui s'intéresse à la manière dont une minorité de ces agents a cherché en fait à étayer, enfin à se constituer et à chercher à étayer ses arguments. Et en fait, elle s'est faite autour de la figure d'un homme qui s'appelle Frédéric Leplay. C'était une figure importante du 19e et notamment du Second Empire. C'était un ingénieur, je crois, à la base, mais donc qui avait travaillé sur la métallurgie. Mais qui très vite en fait s'est intéressé à ce qu'allait devenir donc la sociologie. Et donc voilà une figure intellectuelle importante en fait du Second Empire. Alors pourquoi Leplay et pourquoi des formes de complexité d'opposition autour de la question forestière. Donc je vais commencer par vous lire ce qui ressort beaucoup en fait dans le texte. Excuse-moi, c'est vrai que c'est un petit peu haché. Je suis désolé. C'est une présentation un peu sans filet. Oui, ce qui ressort beaucoup en fait dans le texte de Vidalou, en fait, c'est une figure un peu homogène en fait de l'ingénieur en fait qui serait qui serait calculateur, qui générerait en fait une forme de gouvernement hégémonique en fait par le calcul. Quand on regarde en fait l'évolution en fait des corps et de la manière dont ils vont défendre des corps forestiers, et de la manière dont ils vont défendre en fait leur politique en fait au cours du 19e, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un certain nombre d'oppositions qui sont extrêmement fortes en fait entre ces forestiers et ce qui va devenir, ce que vont devenir les autres corps de l'État. Le corps forestier, en fait, juste après la Révolution, il est en fait extrêmement conservateur. Donc là, je vais vous lire voilà quelques extraits donc, du texte. Le corps forestier se lance au début du 19e. Le corps forestier se lance dans la croisade du reboisement avec l'intention de dénoncer les causes politiques de la rupture des équilibres naturels. Il veut réhabiliter la forêt. L'agitation ouvrière et républicaine que connaît le monarchie de Juillet lui paraît moins redoutable qu'une revanche de la nature agressée, depuis que la Révolution de 1789 a dissous les règles protectrices de l'Ancien Régime. Afin de convaincre l'opinion publique de la nécessité du reboisement, il noue une alliance paradoxale avec le corps d'État des plus modernistes, comme ceux des mines et des ponts et chaussées. Donc ces forestiers, voilà, ils s'opposent à un certain nombre d'autres courants, notamment les Saint-Simoniens, et également aux économistes libéraux, qui, bien qu'ayant des positions différentes sur le mode de développement économique de la société, ainsi que sur le rôle et la fonction de l'État moderne, sont unanimes pour vouloir d'un côté reboiser les montagnes, et de l'autre déboiser les plaines, afin de tirer le meilleur parti du sol. Comme l'écrit Michel Chevalier, c'est l'optimum économique qui doit être déterminé s'il faut défricher ou reboiser. Donc au milieu du 19e, il s'en fout en fait pas tant que ça en fait, pour qu'une bonne partie en fait des forêts publiques de plaine en fait soient vendues et ultimement en fait converties pour l'agriculture.
Et donc ça a été quand même des débats extrêmement vifs. Et ce qui va se produire en fait par la suite, c'est que bon, les forêts de plaine seront un temps conservées, mais il va s'opérer en fait un consensus sur le fait qu'il faudrait développer le reboisement dans les terrains de montagne. Et donc une loi, donc ça finit par se faire en fait sous Napoléon III en 1860. Et la loi introduit une gestion étatique de l'espace montagnard. Comme il est dit, les droits des propriétaires s'effacent assez largement devant l'intérêt collectif. Avec un objectif de reboisement de 1,3 million d'hectares, la loi constitue une menace considérable sur la plus grande partie de la propriété de montagne. Mal accueillie des populations pastorales, elle provoque de vives résistances. Et c'est là donc qu'on arrive donc du coup à cette figure de Leclerc en fait et des forestiers qui vont se revendiquer comme ses disciples. C'est que il va y avoir une forme de rupture en fait qui va se produire en fait à ce moment-là. La doctrine forestière dominante est universaliste, centraliste et étantiste. Elle est aux antipodes de la pensée leclésienne, particulariste, régionaliste et libérale, au sens où l'initiative privée s'y trouve toujours privilégiée vis-à-vis de l'action de l'État. À partir de cette époque, on peut discerner deux conceptions opposées qui fixent le cadre général du débat sur le rapport forêt-société. L'une, incarnée par l'administration forestière pour laquelle la forêt est un équipement au service des politiques économiques et sociales générales. L'autre, défendue par Leclerc et son école, qui conçoivent la forêt comme un milieu, lequel doit sans doute s'harmoniser au reste de l'ensemble social, mais pas au prix de sa destruction. Et donc ce débat donc, du coup, se joue là dans les années 1880 et va être alimenté par les disciples là, de ce Frédéric Leclerc en fait pendant une quarantaine d'années, avec une défense assez forte et assez explicite du devenir en fait des populations de montagne, des populations de montagne, des populations pastorales qui avaient été très largement en fait expropriées, voire par cette politique de reboisement. Donc ce texte-là, et donc il y a un certain nombre de travaux du coup de Calahorra et Savoie. Moi je trouve que c'est intéressant de l'avoir en tête parce que ça tend quand même à casser très largement en fait ce moule homogène qu'aurait pu représenter donc du coup cet essor du corps forestier en fait à la fin du 19e. Un autre livre dont je voudrais vous parler, qui pour le coup est aussi une actualité éditoriale récente, c'est la traduction récente en fait d'un livre d'Edward Palmer Thompson qui s'appelait Whigs and Hunters, qui datait de 1975 et qui a été traduit en fait en 2014. C'est un livre très important de cette figure importante du marxisme britannique et qui avait été un des initiateurs de ce qu'on a appelé ensuite l'histoire par le bas et qui se focalise en fait sur un conflit forestier en Angleterre qui date du 18e. Bon, Elliot m'a fait des remarques, donc je ne vais pas lire le texte, je vais aller vite. C'est une lecture que je vous conseille vraiment très largement. Alors, c'est une version un peu raccourcie apparemment par rapport au texte original, mais c'est formidablement écrit, c'est passionnant. Et ça donne beaucoup à voir aussi de la manière dont Edward Palmer Thompson écrivait aussi. Avec une attention très forte pour le détail, pour la restitution
des pratiques et du discours du moindre des acteurs, c'est extrêmement fin. C'est un livre très différent, hein, du coup, on ne peut plus différent du coup de Vidalou. Je pense que c'est bien de lire l'un et l'autre, et ça donne un regard assez différent en fait sur les conflits forestiers. Alors de quoi il s'agit en fait? C'est qu'en 1723, il y a une législation extrêmement punitive qui est sortie et qui s'appelle donc le Black Act, et qui punit en fait de mort en fait un certain nombre de délits forestiers, notamment du braconnage en fait des cerfs. Et donc c'est une législation incroyablement dure en fait, voilà, la peine de mort pour du braconnage qui va durer un siècle. Et donc tout le propos du livre en fait est d'expliquer en fait le pourquoi en fait de cette législation si répressive. Donc je vais passer sur ce texte. On pourra revenir si vous voulez dessus. Sachez que c'est vraiment très intéressant. Là en fait où je voudrais ce sur quoi je voudrais finir, c'est que sur Thompson, c'est que il a un dernier chapitre qui est une forme de conclusion, mais qui est aussi une ouverture et qui pour le coup, en fait, se présente une posture qui est assez différente de celle qu'on peut trouver comme d'un livre comme celui de Vidalou. C'est que tout le livre, en fait, est consacré, en fait, à nous expliquer, en fait, l'iniquité et la dureté d'une législation forestière. Et pourtant, les dernières pages du livre en fait sont consacrées en fait à une défense en fait du droit et du droit pour lui-même, qui à l'époque, dans ce contexte en fait de l'Angleterre du XVIIIe, était malgré tout une ressource pour les usagers de la forêt et donc les braconniers donc, qui étaient en cause. Et donc c'est une argumentation qui est très intéressante en fait à la fin de ce livre, hein, parce qu'à la fois en fait il y a une posture très marxiste, hein, vraiment sur la genèse de ce droit à ce qu'elle produit comme iniquité, et en même temps une défense assez passionnée de malgré tout ce qu'elle pouvait produire. Alors de fait, ce sont des institutions qui existent encore. Je passe là-dessus. Le dernier, voilà, enfin, ce livre de Thompson, pour moi, en fait, est un jalon assez important, et je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle qu'il ait pu être traduit en fait il y a 3 ans. Le dernier point sur lequel je voudrais faire un commentaire par rapport au livre de Vidalou, c'est que bon, il a une dimension qui est assez il y a une dimension radicale qui est très très forte, hein, évidemment, mais tout son argumentaire en fait sur l'être forêt, sur l'être au monde, etc. Moi, j'étais un petit peu sur ma faim quelque part par rapport à ça. Je l'ai trouvé un petit peu, d'une certaine manière, un peu incantatoire et pas forcément finalement, étonnamment, si incarné que ça, aussi incarné qu'on aurait pu le penser. Alors, le dernier texte que je voulais partager en fait avec vous, c'est un travail tout récent en fait qui a été fait par des collègues de Grenoble. Donc c'est dans la revue de géographie alpine, et donc c'est un texte qui en principe est accessible librement, qui est extrêmement intéressant, hein, que je vous invite à lire. Et donc
ils se sont intéressés, donc c'est un socio-anthropologue, Baticle est un socio-anthropologue, et ils se sont intéressés en fait à la réactivation assez récente en fait, d'un imaginaire et de pratiques autour du charbonnage en forêt. Donc c'est une pratique qui existait encore jusqu'au début du XXe siècle, et qui a assez largement disparu, qui a totalement disparu depuis. Alors, vous voyez en fait la manière de faire qui existait encore en fait au début du XXe. Donc ça sont des photos qui étaient prises en Bourgogne. Mais voilà, la manière était pas la même. On faisait une meule et on entassait le bois et on le faisait cuire pendant plusieurs jours. Mais ça supposait en fait de surveiller très finement les fumées et l'effondrement en fait progressif en fait de la meule. Et dans le Vercors, il y a eu la réactivation en fait depuis une vingtaine d'années en fait de ces pratiques en fait de charbonnage. D'abord de manière extrêmement encadrée, c'est-à-dire que c'était le CPIE local qui avait géré ça. L'Office national des forêts était également de la partie, et se sont agrégés en fait autour de ces pratiques en fait un groupe très bigarré en fait d'habitants en fait du Vercors, et qui se sont retrouvés autour de ce caractère extrêmement concret de faire une meule, l'allumer, la surveiller et ensuite l'exploiter. Donc là, c'est une citation en fait d'un des participants. Voilà. Faire la charbonnière, ça nous permet de passer un mois en forêt comme les gens y vivaient avant. Finalement, c'est retrouver un instant présent qu'on ne connaît pas dans nos sociétés. Si tu veux trouver un instant présent, il faut que tu ailles dans des pays où les gens ils cherchent à manger aujourd'hui. Ça existe ici. Tu es toujours en train de parler de demain ou d'hier, mais du coup, tu n'es pas là. Et la charbonnière, en fin de compte, tu es là parce que faut être là. Effectivement, il faut être là, il faut la surveiller, il faut être là tout le temps en fait. Et c'est une vraie vie humaine. Alors voilà, vous avez donc cette charbonnière en fait, elle est faite chaque année. Et là, vous avez des photos en fait du site web de l'association en fait, qui s'occupe de ça. Donc il y a l'allumage en fait de la meule qui s'était faite vers le 15 septembre. Et à la fin du cavage, donc le cavage en fait c'est quand une fois que la combustion est à peu près finie, en fait on ouvre la meule et on récupère le charbon. Et donc il y avait une fête, donc il y avait des décorations assez étonnantes qui ont été organisées donc, du coup au mois d'octobre. Baticle et Anus là donc à ce sujet en fait parlent d'un chronotope, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un chronotope en fait c'est une alliance en fait un peu indissociable en fait entre de l'espace et du temps, et donc faire la meule, être autour de la meule, et ça nécessite voilà d'être là en permanence, de la surveiller, d'être là la nuit, et c'est au service, nous disent Baticle et Anus en fait d'une hétérotopie, donc une forme d'utopie réalisée, au sens faut le dire, une forme d'utopie réalisée, voilà. Et donc on peut illustrer notamment là, par ces images de fête à la fin du cavage. Voilà, je voulais vous partager cette figure-là parce que c'est un exemple le texte de Baticle et Anus est très riche, très bien écrit, mais surtout en fait il nous montre une réalité qui me semblait très très incarnée et qui illustre de manière très, à mon avis très très convaincante cette forme d'être forêt que Vidalou invoque, mais de manière un peu plus incantatoire. Je vais m'arrêter là. Voilà.
Merci. La parole est à vous. Il nous reste une quarantaine de minutes. Donc, si vous avez des questions sur ce milieu, sur le rapport de la forêt et la politique, sur le rapport de la forêt et toute la société, des gens qui y vivent, mais aussi des gens pour qui c'est simplement de la symbolique. Moi, j'aimerais bien que vous reveniez, s'il vous plaît, sur la filiation entre la forêt et l'extrême droite italienne. Je n'ai pas compris le passage, le paradigme, l'idéalisation de la nature, la force. Pour moi, c'est un peu confus cette affaire. Les milieux forestiers sont assez conservateurs. Moi qui suis passé par une école forestière à Nancy, bon, j'avais jamais vu de royalistes ou de gens vraiment très vieille France avant d'en croiser. Donc ça, c'est quelque chose. Enfin, le monde de la forêt, il est assez conservateur. Il y a du monde à particules. Il y a des, voilà. Donc, ça, c'est présent en France aussi. Maintenant, le fascisme là, et l'extrême droite, c'est encore une histoire un peu différente, quoi. Et c'est vrai que c'était assez. Moi, c'est des choses que j'ai découvert assez sur le tard. Là, il y a vraiment une histoire. Enfin, il y a vraiment des sympathies fascistes qui existaient, qui ont perduré et qui perdurent encore en fait dans le corps forestier italien. Alors, il y a une histoire paramilitaire qui est présente dans les corps forestiers publics européens. Par exemple, en France, après la guerre d'Algérie, il y avait des concours spécifiques pour les anciens militaires, pour rentrer à l'ONF, par exemple. Il y a les harkis, les descendants de harkis, qui ont aussi eu des postes spécifiques de forestiers sapeurs. Ça existe toujours, ça d'ailleurs. Il y a cette histoire qui existe un peu militaire ou paramilitaire. Et à l'ONF, quand ils ont leur zone de poids, ils mettent un uniforme qui ressemble à celui des gendarmes. Il est vert, mais il y a des grades en fait. Donc il y a ces choses qui perdurent du coup dans les corps forestiers publics. L'Italie, c'est ça, mais plus encore. La forestale, c'est un corps qui a disparu récemment, qui maintenant en fait a été fondu dans celui des carabiniers. Donc c'est les gendarmes, quoi. Enfin, voilà. Donc il y a une dimension vraiment de police qui est toujours là, qui est présente. C'est un corps dans lequel des sympathies d'extrême droite s'expriment encore toujours. Un autre exemple sur les Italiens, c'est un collègue italien dans un réunion de projet qui m'avait raconté ça entre la forêt et le dessert. Est-ce que vous connaissez le golpe borghese? Ça vous dit quelque chose? C'est un coup d'État avorté qui aurait pu se produire en fait en 71. Donc c'était le début des années de plomb, gouvernement de centre droit, donc une violence politique qui commence, et autour de la figure d'un ancien héros de l'armée fasciste, là, Borghese, le prince noir, en fait se monte en fait un projet de coup d'État. Et on en vient en fait aux forestiers. Ils avaient en fait l'école de formation en fait des forestiers était complice en fait de ce coup d'État, et ils avaient embarqué 200 élèves de l'école dans des bus. Et ils devaient aller prendre la raille. Et ça a été avorté au dernier moment. Et donc ils sont tous rentrés faire une soirée spaghetti, là, mais voilà. Et le responsable de ce centre de formation est parti à la retraite il n'y a pas tellement longtemps, et le syndicat forestier a défendu encore la figure en fait de ce type-là. Donc il y a des histoires assez particulières qui se jouent, notamment.
Voilà, en Italie. Au nom de quel mythe cette association, quelle fiction, c'est cette maldition, c'est ça. Que ça existe, je l'entends, je le comprends, mais qu'est-ce qui explique que... Alors dans le Dux, là, quelle est la mythologie derrière ? Il y a une mythologie qui est aussi celle d'une domination de la nature, de lui imposer des formes aussi géométriques. Il y a aussi une mythologie du boisement de montagne qui est quand même assez particulière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le boisement de montagne, il y a toute une dimension de génie civil et d'imposition vraiment d'un nouveau milieu, voilà, qui est aussi présente là-dessus. Mais qui s'était, si on reprend le contexte en fait français sur l'opposition vraiment entre les forestiers dominants et puis donc les Leclésiens là, c'est aussi ça qui se jouait, quoi, hein. Voir la forêt comme un équipement sur lequel on a un certain nombre d'options. Et puis donc il y a la forêt, mais on peut mettre autre chose aussi. On peut mettre de l'infrastructure, on peut bétonner, on peut voilà. Et puis l'avoir comme un milieu. Il y a eu une marche à l'automne de forestiers contre l'industrialisation, ouais. Du développement industriel de la forêt. Est-ce que vous avez le sentiment que c'était minoritaire parmi les forestiers ? Moi, j'ai pas suivi ça de très très près, hein, donc je pourrais pas en faire un commentaire très fin, hein, mais dans le temps des forêts, là, le film qui est parlé à l'automne, il y a des forestiers, notamment publics en fait, hein, des gens de l'ONF qui s'expriment. Alors ils s'expriment plutôt à titre syndical en fait. Hein, à quel point, alors ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la forêt en fait est majoritairement privée en fait en France, hein, à 71%. Donc derrière, ce sont plutôt des propriétaires du coup, généralement âgés, et qui délèguent plus ou moins leur gestion en fait à des experts, à des agents, enfin, ou à des coopératives, quoi. Dans ce contexte-là, eux, c'est pas eux directement qui vont se trouver dans cette position-là. Du côté de l'ONF, oui, ça rue vraiment dans les brancards. Par contre, oui, parce qu'il y a eu une fonte importante des effectifs, hein, sur la dernière vingtaine d'années. Il y a une posture assez contradictoire en fait de l'État, hein, qui soutient l'Office des forêts, mais qui par ailleurs en fait tente à réduire aussi la subvention en fait qu'il leur accorde en fait pour s'occuper des forêts communales, qui représente une grosse part de leur activité. Et de fait, oui, il y a une intensification tout ça conduit à une forme d'intensification de la récolte, contre laquelle en fait une partie des personnels en fait s'élèvent et sur laquelle ils sont assez mal à l'aise, quoi. Alors la situation des forêts publiques est quand même assez différente. Enfin, du coup, oui, elle est différente en fait des forêts privées. Ce qui se joue pas beaucoup autour de la manière dont le débat est cadré dans le temps des forêts, c'est l'enracinement. Le fait que depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, oui, la part du résineux et de la récolte en fait sur les résineux en fait est devenue assez importante. Ça, c'est un phénomène qui touche plus en fait les massifs privés que la forêt publique. Donc c'est une orientation qui est un petit peu différente. Mais si on regarde dans le contexte régional, par exemple sur le massif des Landes de Gascogne, bon, là, il n'y a pas forcément des différences monstrueuses en fait entre ce qui se passe dans les forêts publiques et ce qui se
passe dans les forêts privées. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Je me demandais si on peut constater un réel changement depuis justement vous privez au public de gestion de la forêt, qui fait que ces professionnels se sont soulevés récemment. Est-ce que c'est chiffrable, quantifiable? Tout récemment non, je ne pourrais pas faire de réponse plus précise. Ça, c'est un mouvement qui vient aussi d'un peu loin, quoi. Mais, ouais. Parce qu'on entend souvent en France la forêt va bien, et puis quand les professionnels se mobilisent comme ça, c'est quand même assez surprenant. Ils ne le font pas sûrement sans raison. Ouais. Alors le propos de Vidalou là, dans son livre, il n'est pas. C'est pas que les forêts soient un prétexte, son propos n'est pas technique. Pourtant, il aborde quand même le sujet, et donc il parle d'un réseau qui s'appelle le réseau des alternatives forestières. Bon, alors c'est aussi très très présenté dans le film Le Temps des forêts là. C'est une réalité qui est assez marginale, hein, il faut le reconnaître. Par exemple, ce qui est un petit peu défendu là-dedans, c'est le débardage par cheval par rapport à la mécanisation qui maintenant est plutôt dominante. Bon, tout ça représente quand même très peu de monde. Là où le propos de Vidalou non plus, il n'est pas tout à fait technique. Hein. Il y a des alliances du coup, qui ne sont pas forcément si évidentes que ça. Si on regarde par exemple en fait, ce courant en fait, chez les sylviculteurs, qui est celui de la sylviculture proche de la nature, donc il est pas mal incarné en fait par une association qui s'appelle Pro-Sylva, et donc qui prône du couvert continu, de l'exploitation par petits groupes, etc. Donc ça c'est le discours un peu général, parce qu'après il est peut-être un peu adapté selon le concept. Ça c'est une forme de sylviculture en fait qui a aussi en fait ses besoins et ses présupposés, et notamment en fait c'est un type de gestion en fait qui suppose beaucoup d'infrastructures, paradoxalement. Ça nécessite en fait d'aller pas forcément très souvent en fait. Quand on va en forêt, on récupère pas trop. Par contre, il faut pouvoir y aller facilement. Et donc, ce sont des types de propriétés en fait. C'est particulier quand on y va, hein, qui ont pas mal de routes, pas mal de chemins, pas mal d'ouvertures qu'on appelle des cloisonnements en fait, qui permettent de pénétrer en fait dans les peuplements. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles, sur le plan technique en fait. Le proche de la nature ne nie pas forcément le sans infrastructure. Quoi. Et donc ça fait partie des choses qui ne sont pas si simplistes que ça dans ce tableau. À partir de ton titre, les espaces forestiers comme support de lutte sociale, est-ce que tu disais que sur les charbonnières, comme hétérotopie, utopie réalisée, etc., ça me fait penser directement aux ZAD. Est-ce que les ZAD, du coup, ne seraient pas une forme d'hétérotopie ou un chronotope forestier, etc., d'une certaine manière? Et est-ce que Vidalou en parle dans ce moment? Il en parle, oui, si, bien sûr, il en parle. Et puis il fait le lien, il fait le lien en fait avec d'autres types de lutte, hein, pas forcément en France. Hein. Du coup, il y a le grand exemple en fait de la forêt d'Ambarer en Allemagne, hein, qui a été occupée pendant 6 ans, je crois, voire 7, hein, je ne sais plus, contre l'extension en fait, d'un projet l'extension d'une mine de lignite. Après, son discours il est plus sur l'habité, quoi. C'est la ZAD elle-même, c'est la cabane, c'est le fait d'aller chercher du bois aussi qui va avec cet habité-là. Mais il n'y a pas la dimension
de pratique qui est vraiment liée à la forêt, comme on la trouve avec la charbonnière, elle n'est pas aussi développée, quoi. Alors il y a un autre livre qui est paru récemment, alors je ne l'ai pas lu, mais par contre il y a un entretien croisé qui est assez intéressant en fait avec Vidalou là. C'est un livre sur la ZAD en fait du bois le Jus, donc c'est à Bure, et qui a été coécrit par Gaspard Dalins. Et donc lui par contre en fait est dans une posture, oui, justement très hétérotopique, puisque il y a des développements dans son livre sur le fait d'habiter cette forêt, de se réveiller à 10 mètres de hauteur, et d'éprouver vraiment quelque chose de particulier. Mais pareil, on est plus sur l'habiter. Alors les deux auteurs, Vidalou et Dalins, là, en fait, cherchent en fait... ils parlent tous les deux, en fait, de ce réseau des alternatives forestières, quoi. Ils cherchent à s'ancrer aussi dans cette réalité. Ils cherchent le dialogue, du coup, avec ces gens du monde forestier, ces gens qui portent l'alternative dans le monde forestier. Mais, voilà, moi, dans le livre de Vidalou, j'étais un petit peu resté sur ma faim, alors que, voilà, sur la charbonnière, et du coup c'est un objet très particulier aussi, la charbonnière, hein, voilà, et là on a quelque chose de très incarné. Vous avez d'autres questions? Moi j'ai une question, parce que moi directement à la forêt, vous avez dû expliquer le rapport entre la data et les Vichy, Le rapport entre la data et les Vichy, c'est parce que, alors j'ai pas son nom là, mais je peux le retrouver là, c'est vraiment une des grandes figures de ce qu'allait devenir en fait l'aménagement en fait du territoire, était alors il n'a pas été tout à fait, après c'est difficile aussi de mettre comme ça des trajectoires intellectuelles si facilement que ça avec des gens qui sont passés dans les années 30 là. Mais je crois qu'il s'appelait Dupuis, hein, il faudra retrouver le nom là, mais bon, c'est une figure importante quoi, de l'aménagement du territoire. Lui, dans les années 30, en fait, se trouve un peu des sympathies un peu fascistes, hein, et commence dès 1942, dès 1943, des réflexions sur ce qu'allait devenir l'aménagement du terrain. La pensée, c'est vrai que du coup il y avait une compatibilité hein, avec le positionnement du régime de Vichy, quoi. Il y avait le fait de faire quelque chose pour l'espace rural et de faire quelque chose pour le développement hors métropole, hors ville moyenne, quoi. Alors la frontière après est un petit peu fine, quoi. Mais et la data, du coup, elle commence. Après, c'est des réflexions sur l'aménagement du territoire, en fait. Elle commence très vite, en fait, après-guerre. Elle commence très vite après-guerre, et il y a une forme de continuité, en fait, qui existe. Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu gênant de le quelque part, enfin, pas de le pointer, mais quelque part simplement de résumer en fait et de ne pointer que la seule filiation, quoi. Parce que par ailleurs là, du coup, Vidalou, il va pointer un tel et donc les filiations vichistes, mais il est aussi dans un imaginaire de la lutte
qui aussi sollicite en fait un certain nombre d'auteurs et de philosophes, quoi. Donc il va chercher Heidegger, il va chercher Ernst Jünger, il va chercher Carl Schmitt. Et donc ça, Geneviève Hazam, dans sa recension pour la revue Terrestre, elle pointe bien ça du doigt, quoi. Ces trois auteurs-là, ces trois auteurs qui aussi sont sont aussi assez liés quelque part à une pensée aussi, une pensée de l'extrême droite et une pensée de la violence, quoi. Enfin, de la domination, quoi. Je peux vous retrouver j'avais retrouvé ce que disait Geneviève Hazam là, dans sa recension. A cité Carl Schmitt, donc bon, c'est un des trois là, du coup, qui est concerné. Hein. On ne peut seulement l'effleurer, il est nécessaire d'aller jusqu'au bout. La politique, pour cet auteur-là qui était un juriste, n'est pas un domaine. Elle est une valeur intensive qui se réalise dans des moments d'antagonisme extrême concernant tous les aspects de l'existence. La guerre totale entre amis et ennemis la porte à son niveau suprême. Carl Schmitt est aux antipodes d'Hannah Arendt, souvent cité dans l'ouvrage. La guerre est pour elle, au contraire, le moment où il n'y a plus de communauté politique mais des armes. Donc vous voyez, il y a un imaginaire de la lutte qui est aussi un petit peu particulier chez Vidal. En tout cas, il le questionne pas, spécialement, et dans sa manière du coup d'écrire et de présenter la sécession et l'insurrection, il y a une forme de romantisme et de fascination aussi pour l'émeute, pour des formes des pratiques sociales qui sont quand même assez particulières. Voilà. On va clôturer la soirée si vous voulez bien, si vous n'avez plus d'autres questions, ou peut-être encore. Oui? Non? Si vous avez une question, il ne faut pas l'hésiter. Non, je réfléchissais juste sur ce que vous disiez. C'est pas une question, juste, peut-être un peu moins. Mais je me disais que finalement, la forêt, ça représente aussi un peu du fort intérieur. Et que c'était intéressant en fait, de lutter pour le maintien de cet endroit qui soit un peu incontrôlé et qui fasse pas partie des terrains dans lesquels l'État est vraiment présent. Alors, du coup, c'est autant de lisibilité dans cet espace-là, pas non seulement comme étant une hétérotopie, mais aussi parce que ça permet aussi des fois de permettre des actions qui visent à libérer certains images de notre tutelle. Je pense à la guérilla, par exemple, qui s'est organisée dans les forêts. Et c'est l'existence même de la forêt comme étant un endroit à part de la tutelle de l'État, qui permet comme si certains individus peuvent vivre et exprimer d'autres idées politiques. Du coup, je pensais à l'importance en fait que revêt la forêt dans la construction d'un individu finalement. Parce que vraiment, elle nous coupe et à la fois c'est une hétérotopie et à la fois non, parce qu'elle peut avoir des conséquences réelles sur la réalité, en fait, sur le monde qui est en question. Comme remarque, moi je trouve ça assez clair. C'est complètement dans le livre, ça. Ce que tu viens de dire, c'est complètement dans le livre et dans l'argumentaire de Vidalou. C'est vraiment une partie de ce qu'il défend. Il y a le côté... on le voit notamment avec les camisards, mais c'est le même imaginaire. Mais c'est la forêt comme refuge alors donc il sollicite Ernst Jünger qui parle du Waldgänger, donc ces populations marginales qui partent en forêt
pour échapper à la loi, à l'impôt, à la contrainte d'une vie en société. Ça, c'est une figure récurrente et du coup qui est présente dans les espaces forestiers dont il parle. L'aspect guérilla, il est là aussi. Là, bon, je montrais une image de la guerre du Vietnam. Hein. Il y a des proximités assez évidentes en fait entre l'imposition et le regard sur les espaces forestiers et la guerre littérale en fait, ces espaces en fait qui s'est matérialisée notamment dans les années 60 avec l'intervention américaine, quoi, avec le défoliant, avec voilà, etc. Donc oui, ces dimensions sont bien présentes et je pense que ce que tu présentais, cette possibilité de la forêt comme possibilité de lieu où exprimer du fort intérieur, etc., c'est tout à fait en fait ce qui est dans le propos, quoi, sur la défense d'un être au monde qui est fait de singularité et qui ne se résout pas, qui ne peut pas se résumer par une logique purement techno, quoi. Et ça, je pense que c'est un trope du coup qui a vraiment sa légitimité maintenant et qu'il faut prendre au sérieux, quoi. Qu'il faut prendre au sérieux. Alors les forestiers en particulier, mais plus généralement, quoi. Et donc c'est porteur effectivement d'une forme de nouvelle forme d'imaginaire et de nouvelles pratiques et d'inventions, quoi. On va terminer. Ou pas. Pas forcément des questions, c'est très bien de dire autre chose que poser des questions. Des témoignages, des ressentis, c'est important. On en termine. Merci beaucoup, Baptiste, de cette présentation.